Macao était contraint, mais il n'était pas isolé. En fait, sa connexion avec les zones occupées et non occupées était assez importante. Cette connexion était significative pour divers acteurs. Son statut neutre était avantageux pour beaucoup, pour différentes raisons. En conséquence, différentes forces lui ont permis de rester inoccupé et nominalement neutre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une autre collègue universitaire qui a récemment publié un merveilleux livre sur l'histoire de la neutralité. Dr. Helena Lopes est maître de conférences en histoire moderne de l'Asie à l'Université de Cardiff, au Pays de Galles. Originaire du Portugal, Helena a mené des recherches sur l'enclave de Macao en Chine du Sud, qui fut la première et la dernière colonie européenne en Asie de l'Est. Son étude s'intitule « Neutralité et collaboration en Chine du Sud, Macao pendant la Seconde Guerre mondiale ». Ce livre se concentre sur l'expérience de cette petite parcelle de terre qui, à l'époque, était contrôlée par l'État colonial portugais. Depuis que le Portugal a déclaré sa neutralité pendant la Seconde Guerre mondiale et est resté libre, cette neutralité s'est également étendue à Macao, que les Japonais, les Chinois, les Américains et d'autres belligérants ont respecté. Bien que les Japonais aient envahi Hong Kong, qui était sous domination britannique, ils n'ont pas touché à Macao. Ce territoire neutre en Asie de l'Est a conduit à des situations très intéressantes. Malheureusement, le livre n'est pas officiellement disponible gratuitement, bien que certaines bibliothèques en ligne célèbres puissent en avoir une copie pour vous. C'est pourquoi Helena est ici aujourd'hui pour nous parler de ses recherches. Helena, merci de nous rejoindre. Merci beaucoup, Pascal, pour l'invitation à présenter mon livre. C'est un grand plaisir de te revoir à cette occasion, d'autant plus que tu es l'auteur de l'une des rares études sur la Seconde Guerre mondiale en Asie de l'Est, qui se concentre sur la neutralité. Merci. Et vous êtes un autre qui attire maintenant l'attention sur l'Asie de l'Est. Comme toujours, les Européens ne se soucient que de l'Europe et jamais de rien d'autre, n'est-ce pas? Donc tout le monde s'est concentré là-dessus. Quoi qu'il en soit, vous changez cela et nous changeons cela. Cette discussion portera bien sûr sur l'histoire et vous avez préparé une présentation. Puis-je vous demander de commencer? D'accord. Je devrais donc commencer par dire que mon principal centre d'intérêt est la Chine, et non le Japon, comme certains de vos travaux précédents, Pascal. Je suis également historien des connexions mondiales et non politologue ou théoricien des relations internationales. Gardez cela à l'esprit. Dans les 10 prochaines minutes environ, je vais vous donner une brève introduction à mon livre « Neutralité et collaboration en Chine du Sud pendant la Seconde Guerre mondiale ». Il est sorti il y a quelques mois, en juin 2023. C'est mon premier livre et il s'appuie sur environ une décennie de recherche avec une gamme de sources provenant d'archives et de bibliothèques en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Australasie. Et comme vous l'avez dit, le livre n'est malheureusement pas gratuit, mais j'ai ajouté un code de réduction sur la diapositive au cas où quelqu'un voudrait acheter le livre ou le recommander à la bibliothèque de son université ou à la bibliothèque locale. Comme indiqué dans le titre, mon livre explore la neutralité et la collaboration à Macao, l'enclave du sud de la Chine qui n'a pas été détruite. Comme vous l'avez mentionné plus tôt, c'était le seul territoire sous domination étrangère en Chine à échapper à l'occupation formelle par le Japon entre 1937 et 1945. Macao était sous administration portugaise depuis le Xe siècle et avait un statut colonial contesté, pas vraiment reconnu par les régimes chinois successifs, de la même manière que, par exemple, le statut colonial de Hong Kong était reconnu.
For example, Hong Kong's colonial status was, we could say Macau remained nominally neutral during. On pourrait dire que Macao est resté nominalement neutre pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que le Portugal est resté neutre dans le conflit. Il est important de noter qu'aucun des belligérants ne voulait occuper Macao. Cela est lié à l'un de mes arguments que je vais développer dans un instant. Les avantages et les utilisations de la neutralité de Macao pour les acteurs aux intérêts concurrents. Dans les années 1930 et 1940, Macao était un territoire très petit, comprenant une péninsule et 2 îles avec une superficie totale de seulement 15 km². Aujourd'hui, sa taille a doublé en raison de la récupération des terres au cours des dernières décennies. Mais il reste très petit. Vous pouvez voir ces 2 îles sur le côté droit de la carte sur la diapositive. Et à côté, vous avez une vue du centre-ville de Macao à la fin des années 1930, très semblable à ce qu'il aurait été pendant les événements couverts par le livre. Depuis le début de la guerre totale entre la Chine et le Japon en 1937 jusqu'à la fin du conflit en 1945, la population de Macao a presque triplé. Elle a atteint environ un demi-million de personnes. Dans le livre, je montre comment Macao est devenue une ville de réfugiés où le nombre de nouveaux arrivants dépassait celui des résidents préexistants. L'un des arguments du livre concerne la centralité des réfugiés pour comprendre l'expérience de Macao en temps de guerre. Il y avait diverses communautés de réfugiés et cela a façonné l'expérience sociale, économique, culturelle, politique et diplomatique de cette enclave globalement connectée en Chine du Sud. Le livre n'est pas une œuvre théorisant la neutralité et il ne discute pas en détail de ses particularités juridiques. Il ne s'intéresse pas non plus principalement aux négociations diplomatiques sur le maintien de la neutralité, comme le font de nombreux grands ouvrages sur la neutralité. Au lieu de cela, je m'intéresse à ce que j'appelle l'expérience vécue de la neutralité pendant la Seconde Guerre mondiale en Asie de l'Est. Je me concentre sur Macao, détaillant les ambiguïtés de sa pratique là-bas et dans les régions environnantes. Je soutiens que la neutralité était marquée par de nombreuses couches de collaboration impliquant des acteurs chinois, portugais, japonais, britanniques et autres. Ces couches étaient souvent superposées et même contradictoires. Cependant, qu'elles soient intentionnelles ou non, elles ont contribué à maintenir Macao sous administration portugaise pendant et après la guerre. Je vais maintenant revenir à la diapositive de couverture. En raison de sa position géographique stratégique dans le delta de la rivière des Perles et de la faiblesse relative de la puissance coloniale qu'il administrait, Macao n'était perçu comme une menace par aucun des principaux belligérants de la région. En conséquence, Macao se trouvait au carrefour de différentes forces. Ces années de guerre illustrent la compétition entre régimes, d'une part, le gouvernement central chinois de Chiang Kai-shek, qui résistait au Japon et avec lequel le Portugal maintenait des relations diplomatiques ininterrompues mais perturbées. Les années de guerre de Macao illustrent la compétition entre, d'une part, le gouvernement central chinois de Chiang Kai-shek, qui résistait au Japon et avec lequel le Portugal maintenait des relations diplomatiques ininterrompues mais perturbées, et d'autre part, le gouvernement national réorganisé de Wang Jingwei, le principal régime collaborationniste en Chine. Après 1941, avec l'occupation rapide par le Japon des territoires coloniaux britanniques en Asie de l'Est et du Sud-Est, Macao a également retrouvé une importance cruciale pour le Royaume-Uni, sans précédent depuis la fondation de Hong Kong environ un siècle plus tôt. Macao neutre attirait également les forces japonaises qui exerçaient un degré significatif de contrôle économique sur l'enclave, bien qu'une occupation formelle n'ait jamais eu lieu, contrairement au Timor oriental. Ainsi, malgré les fréquentes assurances des responsables portugais quant à leur stricte neutralité,
Les usages et abus de la neutralité portugaise en Chine montrent qu'elle était bien plus flexible qu'il n'y paraissait. À Macao, la neutralité a créé un espace de liberté pour des acteurs aux intérêts antagonistes qui coexistaient et s'entrecroisaient sur le territoire. Les opportunités offertes par la neutralité portugaise s'étendaient au-delà de l'enclave. En Chine continentale, la neutralité permettait une gamme de pratiques ambiguës. Celle-ci comprenait des diplomates portugais opérant dans des villes occupées sans reconnaître les autorités collaborationnistes sur place et l'enregistrement de navires chinois comme portugais pour contourner les restrictions de transport en temps de guerre, entre autres pratiques. En ce qui concerne la collaboration, cela a été un sujet clé d'une excellente historiographie avec un accent sur la Chine ces dernières décennies. Bien que je m'engage avec certaines des conclusions de cette recherche, mon objet d'étude est quelque peu différent, car Macao n'était pas une zone anciennement occupée sous le régime d'un gouvernement collaborationniste chinois. Cependant, je soutiens que la collaboration peut exister même sans une occupation formelle. Garder à l'esprit le concept de collaboration, même lorsqu'on discute d'un territoire formellement neutre comme Macao, est faisable. Les observateurs contemporains ont remarqué et ressenti l'ingérence japonaise croissante à Macao. En effet, des perceptions de collaboration portugaise et chinoise avec le Japon à Macao existaient pendant et après le conflit. De même, comparer les événements et les actions dans le Macao neutre avec les zones de la Chine occupée aide à reconnaître les similitudes et les différences dans cette étude de cas. Je dois préciser que je ne souhaite pas minimiser la force de la résistance en temps de guerre contre le Japon. Les preuves suggèrent que la grande majorité des résidents de Macao en temps de guerre soutenaient les Alliés. Cependant, je souligne que dans un territoire neutre, la résistance elle-même était marquée par la collaboration. Je soutiens que les cas de collaboration avec le Japon dans le pays devraient être considérés aux côtés d'autres cas de coopération, souvent plus forts, avec les forces chinoises ou de collaboration interimpériale avec les Britanniques. Ceux-ci peuvent être considérés comme des formes de collaboration qui n'impliquent pas une puissance occupante. Dans le cas de la résistance chinoise, ces formes de collaboration remettent en question le mythe de la stricte neutralité portugaise. Les ententes locales sino-portugaises à Macao ne représentaient pas une politique d'État de soutien à la résistance anti-impérialiste de la Chine. Au contraire, elles étaient des réponses ad hoc aux déplacements et à d'autres contingences du conflit. La diplomatie est primordiale pour comprendre la neutralité et la collaboration à Macao. À certains égards, le livre peut être considéré comme une œuvre d'histoire internationale. Je souligne que les contraintes et opportunités pratiques quotidiennes de la neutralité et de la collaboration allaient au-delà des décisions prises par les décideurs politiques et les diplomates du gouvernement. Les connexions mondiales de Macao se révèlent de manière éclatante lorsque nous considérons l'impact social de la guerre. Les habitants de Macao, qu'ils soient résidents préexistants ou réfugiés, ont souffert des effets du conflit de manière similaire à d'autres régions de Chine. Cela m'amène à un autre argument clé du livre. Au lieu de mettre l'accent sur l'isolement et l'exceptionnalisme de Macao pendant la guerre, le livre place ses multiples connexions régionales et mondiales au centre. J'observe de multiples et frappants parallèles avec des territoires neutres sous domination étrangère, plus souvent étudiés en Chine, à savoir la concession internationale de Shanghai et la concession française pendant la période dite de Long Island de 1937 à 1941. Je note également des similitudes et des connexions avec Hong Kong sous domination britannique et Guangzhou sous domination française avant l'occupation japonaise. Je soutiens que ces territoires sous domination étrangère n'étaient pas isolés.
Dans leur neutralité nominale, ils faisaient pleinement partie de la guerre en Chine et donc de l'histoire de la Chine en guerre. Le livre met en avant l'importance des acteurs chinois et place Macao comme un lieu significatif pour comprendre la Seconde Guerre mondiale globale de la Chine. Depuis ses origines dans les années 1930 en Asie de l'Est, le conflit a impliqué une variété d'acteurs internationaux, avec des contacts officiels et non officiels, dans des actions qui ont relié l'Asie et l'Europe. En raison de sa neutralité, Macao était une intersection importante, un lieu de rencontre, pour citer le titre d'un livre sur Hong Kong par Elizabeth Sin. C'est précisément l'importance et les effets durables de ces réseaux de connexion, reliant différentes personnes et lieux proches et lointains, que je souligne dans le livre. Non pas l'isolement de Macao, mais en fait, ces nombreux liens avec différentes parties de la Chine et aussi avec des endroits plus éloignés. Il y a beaucoup plus que je pourrais dire à ce sujet, mais je vais m'arrêter ici et laisser d'autres aspects être abordés dans vos questions. Je veux dire, Helena, c'est une belle étude que vous avez réalisée, parce que vraiment, personne ne s'était donné la peine avant vous d'essayer de regarder Macao. Les neutres ont toujours ce problème que pendant la guerre, ils subissent une grande pression de tous les côtés, n'est-ce pas? Chaque camp dit généralement que vous ne devriez pas collaborer autant avec l'autre. La collaboration est toujours l'accusation. D'un autre côté, après la guerre, personne ne s'intéresse à eux parce qu'ils n'en faisaient pas partie. Donc ils tombent dans l'oubli et ne font jamais partie de la structure d'après-guerre. Dans l'épilogue, vous soulignez également les connexions de Macao que vous avez trouvées, non seulement comme un lieu pour les réfugiés, mais aussi pour les espions et la diplomatie. Les Britanniques, les Américains et les Japonais utilisaient tous Macao, tout en exerçant également des pressions sur elle. Et les Chinois, bien sûr, parce que nous avons 3 entités chinoises en même temps, n'est-ce pas? C'est exact. Chiang Kai-shek, le nationaliste, dont les descendants politiques sont aujourd'hui les dirigeants à Taïwan, n'est-ce pas? La République de Chine. Wang Jingwei, qui a disparu. Je veux dire, il était le dirigeant marionnette colonial japonais. Wang Jingwei, who disappeared. I mean, he was the Japanese colonial puppet, and we have Mao Zedong. Et nous avons Mao Zedong et le PCC, qui gouvernent aujourd'hui la Chine continentale. Tout cela se relie bien sûr à aujourd'hui, mais parmi ces entités, y compris les Japonais, qui était le plus crucial dans votre étude, et le Portugal, bien sûr, qui était le plus crucial pour que Macao survive et reste indemne. Survive and remain unharmed. Eh bien, les 3 forces chinoises, les nationalistes de Chiang Kai-shek, les communistes dirigés par Mao et les collaborationnistes avaient des intérêts à Macao pour différentes raisons. La neutralité leur convenait à tous, encore une fois pour des raisons différentes. Après la guerre, les nationalistes de Chiang Kai-shek étaient très déterminés à décoloniser Macao, tout comme Hong Kong, mais cela ne s'est pas produit. Peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, la guerre civile chinoise a commencé ou a repris, selon la perspective. Cela a créé un ensemble de priorités différentes qui ne plaçaient plus la décolonisation en Chine du Sud au premier plan. Les 3 groupes utilisaient Macao pour faire circuler et recueillir des informations sur l'autre camp et aussi pour aider les réfugiés chinois. Tous, pour des raisons différentes, étaient intéressés par le sort de la population chinoise considérablement augmentée à Macao, cherchant refuge là-bas. Exprimer des préoccupations et s'impliquer dans l'aide aux réfugiés offrait également des possibilités de légitimer leur vision nationaliste, car tous avaient une vision pour la nation chinoise. De plus, ils cherchaient à entrer en contact avec des représentants étrangers, surtout au début de la guerre, pour recueillir de la sympathie ou un soutien actif.
Donc, je ne dirais pas qu'il y a une force chinoise particulière responsable de maintenir la neutralité de Macao. Ils ont tous utilisé la neutralité de Macao à leurs propres fins, tout comme les Japonais, les Britanniques et les autorités coloniales portugaises. Of course, the Japanese and the British and obviously the Portuguese colonial authorities. L'une des raisons pour lesquelles les Japonais ont envahi le Timor oriental, qui était également sous domination coloniale portugaise, mais n'ont pas envahi Macao, est que les Australiens ont organisé une invasion. Dans votre livre, je pense que vous appelez cela un débarquement non autorisé. Les Japonais ont immédiatement réagi en disant « Vous envahissez le Timor oriental. Nous devons maintenant contre-attaquer. » C'était en fait un piège tendu par les Alliés pour lier les forces japonaises au Timor oriental et les combattre sur place, transformant le Timor oriental en champ de bataille. Cette action a également, franchement parlant, beaucoup irrité le Portugal. Comment le gouvernement portugais a-t-il perçu cette invasion du Timor oriental? Et cela a-t-il eu un impact sur les relations entre le Portugal et le Japon concernant Macao? C'est une question très intéressante. Je n'ai pas vraiment fait de recherche sur le Timor oriental, mais le cas apparaît dans certaines des sources sur Macao. C'est un excellent exemple pour voir la différence entre la position du gouvernement portugais, qui était dirigé par le régime autoritaire de Salazar, et ce qui se passait sur le terrain au Timor oriental. La majorité de la population là-bas soutenait les Alliés et accueillait favorablement les forces australiennes et néerlandaises qui ont effectué le débarquement non autorisé ou l'invasion, si vous voulez l'appeler ainsi. Ils s'opposaient et résistaient fortement aux Japonais. Il y avait une résistance de guérilla contre les Japonais par les colons portugais, dont beaucoup étaient des prisonniers politiques exilés de force du Portugal, et les locaux timorais. Et il y avait aussi une résistance chinoise au Timor, parce que le Timor avait une communauté chinoise importante depuis de nombreuses décennies, voire des siècles. Le Timor servait d'avertissement pour ce qui pourrait arriver à Macao si la résistance devenait trop ouverte et audacieuse contre le Japon. Les forces militaires japonaises pourraient simplement l'occuper formellement, ce qui aurait des conséquences majeures. Il y avait une grande population de personnes déplacées, dont la plupart étaient chinoises. Après 1941-42, cela incluait également un grand nombre de civils alliés qui étaient des réfugiés de Hong Kong. Il s'agissait de civils alliés non chinois, je devrais ajouter. So non-Chinese allied civilians, I should add. Timor is kind of this perennial warning of what. Timor sert d'avertissement perpétuel de ce qui pourrait se passer s'il y avait une résistance très ouverte à Macao. La position du gouvernement portugais est assez ambiguë, car ils veulent maintenir le contrôle colonial sur Macao et les territoires qu'ils gouvernaient déjà. Une partie de la stratégie du régime de Salazar pour s'engager avec les États-Unis et le Royaume-Uni plus tard dans la guerre était de s'assurer que les concessions qu'il faisait aux Alliés concernant les Açores permettraient aux Portugais de recoloniser le Timor oriental après la guerre. C'est, en fait, ce qui s'est passé. Ils visaient également à maintenir leur contrôle sur Macao, ce qui n'était pas l'intention du gouvernement chinois. Oui, vous savez, cela montre également très bien que la neutralité, telle que les Européens la pratiquaient, faisait partie de l'entreprise coloniale. Bien que la question de la neutralité n'ait jamais été primordiale pour le colonialisme, elle a joué un rôle. Le colonialisme fonctionnait de nombreuses manières différentes, mais le concept de neutralité en faisait partie, et les Européens l'ont étendu. C'était comme, d'accord, cela compte aussi pour tous les territoires que nous avons brutalement annexés, et ainsi de suite. Mais dans la sphère de la belligérance, cela était en quelque sorte accepté.
of the belligerents, that was somehow accepted. That's the surprising part, which is, C'est la partie surprenante. On pourrait penser que Macao, étant un si petit avant-poste juste à côté de Hong Kong, serait facile à prendre pour les Japonais. Ce ne serait pas difficile pour eux. Mais ils ne voulaient pas le faire parce qu'ils voulaient maintenir une relation intacte avec le Portugal. Dans cette situation, avez-vous constaté que les Portugais essayaient d'utiliser la carotte et le bâton pour convaincre les Japonais de laisser Macao tranquille? Eh bien, je veux dire, de leur laisser Macao, pourrait-on dire. Leave Macao to them, I must say. That's again an interesting question. I don't think the Portuguese colonial Encore une question intéressante. Je ne pense pas que l'administration coloniale portugaise à Macao ait eu beaucoup de pouvoir pour influencer les réponses japonaises. Ils étaient très sous pression, surtout après l'occupation de Hong Kong. C'était une relation très inégale avec le Japon, où les forces japonaises avaient clairement le dessus. Le gouverneur de Macao à l'époque et les membres de l'administration essayaient de fonctionner sous diverses contraintes, c'est-à-dire également avec un certain degré d'intérêt personnel. Ainsi, l'administration coloniale portugaise ne devrait pas être créditée d'avoir sauvé Macao ou sa population de réfugiés, comme elle a essayé de le faire valoir plus tard. Mais en réalité, ils ont essayé de traiter avec leurs homologues japonais de manière à éviter une occupation formelle. Cela ne s'est pas produit car cela n'intéressait pas non plus les forces japonaises. Ils pouvaient obtenir tout ce qu'ils voulaient de Macao sans les tracas d'une occupation formelle. Une occupation formelle implique un ensemble de défis. Les Japonais ont extrait ce qu'ils voulaient économiquement, politiquement et surtout en termes de collecte de renseignements de Macao sans avoir à l'occuper. Donc cela leur a bien servi, aussi neutre que ça puisse être, à condition qu'ils puissent exercer un certain degré d'influence, ce qu'ils ont fait. C'est là que la partie collaboration de votre livre entre en jeu, n'est-ce pas? Alors, quel type de collaboration a réellement eu lieu? Entre qui? Between who and who? L'un des points que je défends dans le livre est que nous devons envisager la collaboration dans ces territoires neutres comme quelque chose qui peut signifier plusieurs choses. D'une part, il y a la compréhension traditionnelle de la collaboration qui implique de travailler avec la puissance envahissante et ses représentants. Par exemple, cela pourrait inclure la facilitation du transfert ou de la circulation de matériaux stratégiques, le transport de troupes et le recrutement de travailleurs. Du côté des autorités portugaises, il y avait beaucoup plus d'ouverture à censurer les nouvelles ou à réprimer les activités de résistance des Chinois et même des Britanniques plus tard. Il n'y a jamais eu de tentative de réprimer la propagande ou les activités japonaises simplement parce qu'ils étaient impuissants à s'opposer au gouvernement japonais. D'autre part, nous avons également des exemples de collaboration que certains pourraient voir comme de la coopération. Sur un territoire neutre, si nous considérons les perceptions japonaises, ils voient également une collaboration avec les alliés. Par alliés, j'entends les Chinois, les Britanniques et, dans une moindre mesure, les Américains. Il y a une coopération et une collaboration très active sur le terrain entre différents acteurs, chinois, portugais et britanniques. C'est très clair. L'un des points que je souligne dans le livre est que cette collaboration avec les Britanniques était fondée sur le colonialisme. Les Britanniques étaient considérés comme les protecteurs des intérêts coloniaux portugais. La relation entre Macao et Hong Kong se retrouve au premier plan dans ce contexte, et elle était très forte. Même le gouverneur que certains chercheurs considèrent comme pro-japonais, je soutiendrais qu'il était beaucoup plus pro-britannique. Cependant, cela n'avait rien à voir avec une position alliée antifasciste.
c'était très ancré dans les intérêts coloniaux. Allied positioning, it was very much rooted in colonial interests. Il existe des études très perspicaces qui montrent comment ces grandes puissances, qu'il s'agisse de régimes fascistes ou même de régimes communistes, agissent de concert lorsqu'il s'agit de territoires étrangers. L'étude la plus convaincante que j'ai vue portait sur la Mongolie et sur la manière dont l'approche de la Russie tsariste envers la Mongolie est devenue exactement la même sous les communistes, après moins de 2 ans de prise de pouvoir communiste. Il semble que la géopolitique ne se soucie guère de la nature des régimes et soit plus préoccupée par la territorialité. L'accusation des deux côtés, selon laquelle les neutres ne les soutiennent pas suffisamment et soutiennent trop l'autre côté, est significative. Et puis aussi, dans le cadrage plus tard, qui est la seule question que j'ai, ce terme collaboration fait allusion à la collaboration avec l'ennemi, n'est-ce pas? Nous avons eu cela. Nous avons des lois américaines, etc. Et aussi après la guerre, vous savez, c'est souvent appliqué aux territoires neutres. Ces territoires sont accusés de collaborer avec l'ennemi. Mais le fait est que pour les neutres, et aussi pour les territoires, ils n'étaient pas en guerre. Ils n'avaient pas d'ennemis. Donc la collaboration est juste un commerce normal et un droit souverain d'interagir. Maintenant, diriez-vous que Macao pendant la guerre était un exemple, ou comme les Suédois qui ont permis aux Allemands de traverser leur territoire, Macao a également fait des choses qui sont clairement en dehors des limites de ce que nous pourrions appeler une neutralité légitime. Oh yes, absolutely. Certainly the transportation of strategic Oh, materials oui, was absolument. something that Le transport de matériaux stratégiques était quelque chose pour lequel différents belligérants utilisaient Macao, et aussi pour espionner l'ennemi et collecter des renseignements. Il y avait également un degré de violence qui ne peut être nié. Macao était un site d'assassinat politique et d'activités similaires. En ce qui concerne la question de la collaboration, une partie de mon utilisation du terme est une tentative de lier le cas de Macao à la recherche sur la Chine occupée. Cette recherche a examiné des cas de collaboration dans diverses parties de la Chine occupée et a noté des similitudes frappantes dans certaines pratiques, même si Macao n'était pas formellement occupé. Mais il y a, par exemple, des sources de l'époque qui décrivent Macao comme étant de facto occupé, même si ce n'était pas officiel, car le niveau de contrôle japonais était en effet très fort. Il était certainement plus fort que toute influence que les Alliés auraient pu avoir, surtout dans les années 1940. Donc beaucoup de choses non neutres se produisaient, en particulier dans le domaine des transports. Il y avait le transport de troupes et de contrebande. Dans les années 1940, nous voyons cela très clairement avec le transport maritime japonais entre Macao et l'Asie du Sud-Est. Certains de ces navires ont été coulés par les forces alliées dans le Pacifique, créant également des défis importants pour Macao dans ses lignes d'approvisionnement. Oui, je veux juste souligner que cela est en fait illégal selon les lois de la guerre. Même s'il y a de la contrebande sur un navire neutre, les belligérants n'ont pas le droit de le couler. Ils ont le droit de monter à bord, de confisquer la contrebande, puis de repartir. Mais bien sûr, pendant les grandes guerres, ils ne font jamais cela. Il est intéressant de voir comment ces lois de la neutralité sont toujours déformées pour imposer plus de restrictions aux neutres. Tandis que les belligérants se donnent tous les droits pour faire ce qu'ils veulent, juste pour freiner le commerce. C'est aussi naturel que le jour et la nuit. Oui, je veux dire, dans le cas de Macao, le problème était que une grande partie du transport maritime, surtout dans les années 1940, était effectuée par des navires japonais. Donc ce n'étaient pas des navires neutres. Cela fonctionne aussi dans l'autre sens, vous savez.
Steve Neff a écrit à ce sujet de manière magnifique, affirmant que les biens neutres sur des navires belligérants, en théorie, ne peuvent pas être condamnés et confisqués. En pratique, bien sûr, ils le seront. Et bien sûr, oui, et en pratique, certains de ces navires transportaient officiellement des fournitures comme du riz, ce qui était crucial pour nourrir la population de Macao. Mais ils transportaient également des métaux précieux ou des matériaux utilisés pour l'effort de guerre japonais en Asie du Sud-Est. C'était probablement la logique derrière le naufrage des navires. À mesure que la guerre entrait dans ces dernières années, les approvisionnements devenaient très limités. Situation tissée, population gonflée de Macao. oui, plus la guerre durait, plus les Britanniques et les Américains élargissaient leur liste de contrebande, ce qui est aussi le plus vieux truc du livre. Au début, seules les armes et la poudre noire sont considérées comme de la contrebande. Mais à la fin, l'or, l'argent et presque tout le reste sont considérés comme de la contrebande et des cibles légitimes. Ainsi, à mesure que la guerre s'intensifie, peut être plus difficile pour les neutres de continuer. Eh bien, je veux dire, il y a des parallèles avec Lisbonne, je suppose, et un certain nombre de chercheurs ont examiné le Portugal pendant la Seconde Guerre mondiale en se concentrant sur l'Europe. Encore une fois, les questions de restrictions commerciales y sont très présentes. Mais l'autre aspect de cela est l'existence d'entreprises de guerre très lucratives. Les hommes d'affaires locaux au Portugal, à Macao ou dans d'autres parties de l'Empire portugais n'ont pas été beaucoup étudiés. Nous savons très peu de choses sur ce qui se passait au Mozambique ou à Goa, qui étaient également sous domination coloniale portugaise. Ils étaient techniquement neutres, mais se trouvaient au carrefour de différentes forces. Et je suis sûre qu'il y a un certain nombre de parallèles avec le cas de Macao en termes d'arrivée de personnes déplacées, de nouvelles contraintes sur le commerce, mais aussi de nouvelles opportunités commerciales. Ce que je vois à Macao, c'est l'essor de très puissants intermédiaires locaux. Ils sont liés et s'élèvent considérablement grâce aux entreprises de guerre et à leur position privilégiée en tant qu'intermédiaires. Cela a un effet profond sur l'économie de Macao et sans doute sur sa politique dans la période d'après-guerre également. On pourrait en dire autant de Lisbonne. Que pensez-vous que votre étude apporte une lumière différente sur l'Asie de l'Est et la guerre? Parce que vous vous concentrez sur ce poste neutre, dont il y en avait très peu. Après de nombreuses années de recherche et d'écriture, comment voyez-vous l'Asie de l'Est et la guerre différemment maintenant? Je pense que mon livre n'est pas le seul à défendre cette thèse, mais il met beaucoup l'accent sur l'histoire sociale de la guerre. Il considère les réfugiés et les déplacements comme absolument cruciaux pour comprendre l'histoire de la guerre. En Asie de l'Est, en particulier en Chine, ou dans le sud de la Chine pendant la Seconde Guerre mondiale, nous ne pouvons pas simplement écrire une histoire diplomatique des relations étrangères. Nous devons prendre en compte la dimension sociale, car l'ampleur des déplacements était incroyable. Cela a façonné de nombreux autres aspects, y compris l'économie de ces territoires. Cela a façonné la culture de ces territoires. L'une des découvertes les plus surprenantes pour moi a été l'ampleur de la relocalisation des institutions éducatives.
Diverses écoles ont déménagé de la Chine continentale à Macao. Cela reflétait d'autres relocalisations se produisant dans des zones inoccupées en Chine et initialement vers d'autres territoires neutres sous domination étrangère, comme Hong Kong. Cela a profondément façonné ces territoires neutres. Il y a eu un véritable boom en temps de guerre à la fin des années 1930. Nous avons tendance à penser à l'impact des réfugiés dans la formation de Hong Kong comme une histoire de la guerre froide, mais c'est aussi une histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ce précédent façonne de nombreuses réponses pendant la guerre froide, en particulier en ce qui concerne les institutions impliquées dans l'aide aux réfugiés. Mettre en avant le rôle des réfugiés est crucial. Un autre point clé est l'importance des connexions durables, même pendant les années restrictives de 1942 à 1945. Macao était contraint, mais non isolé. Ses connexions avec les zones occupées et non occupées étaient significatives. Cette connectivité était importante pour divers acteurs. En raison de son statut neutre, qui était avantageux pour de nombreuses raisons, différentes forces ont permis à Macao de rester inoccupé et nominalement neutre. Et cela a très bien servi les intérêts coloniaux portugais, car ils sont restés au pouvoir. Ils ont réussi à maintenir le contrôle colonial. Dans la vague de décolonisation post-guerre qui a balayé l'Asie, les années post-1945 en Chine sont marquées par la reprise de la souveraineté sur les concessions étrangères. Mais cela ne s'est pas produit à Macao, et cela ne s'est pas non plus produit à Hong Kong. Le fait que Macao était neutre et a accueilli tant de réfugiés de Hong Kong est significatif. Cela aide à expliquer pourquoi, dans ces années cruciales d'après-guerre, les Britanniques ont été autorisés à recoloniser Hong Kong, si vous voulez le dire ainsi. Oui, ils ont pu le faire. Ils avaient suffisamment de personnes à Macao pour simplement revenir et continuer là où ils s'étaient arrêtés. Je pense que votre étude est très importante. Elle s'inscrit dans le cadre de certaines recherches récentes, également par Marcia Abahous et d'autres, qui ne cessent de dire que nous considérons la Seconde Guerre mondiale comme un moment où les grandes puissances étaient les unes contre les autres et où le monde était fracturé. Mais en réalité, le monde était à peu près comme il est aujourd'hui, juste avec beaucoup plus de violence. Il y avait beaucoup d'interconnexions. Oui, certaines d'entre elles se sont effondrées, mais pas toutes. De nombreuses connexions sont restées, et même des échanges interblocs ont eu lieu par le biais des neutres. Cela a servi toutes les parties, en fait. Oui, je pense que c'est l'une des choses fascinantes à propos de l'étude des neutres, n'est-ce pas? Comment ils fonctionnent comme intermédiaires entre les parties opposées. La neutralité sert également les intérêts des neutres. Évidemment. Les spécialistes de la neutralité ne cessent de souligner ce point. Étudier des territoires comme Macao nous permet de comprendre la neutralité et la complexité de ces multiples réseaux de connexion entre divers acteurs de nationalités et de classes différentes. Ils doivent interagir parce que les contingences de la guerre l'exigent. Ces interactions sont facilitées par l'existence de territoires neutres. Dans le cas de territoires coloniaux comme Macao, ces zones neutres sont souvent très ambiguës et contradictoires. Je pense que l'histoire de Macao est souvent racontée de manière très positive, comme si rien de mauvais ne s'y passait. Mais en réalité, il y avait des événements très graves et violents, même dans un endroit qui était nominalement en paix. Les interactions ont persisté même sous contrainte. Pour moi, c'est ce qui rend cela si fascinant en tant que cas de connexion mondiale pendant une période de perturbation.
Ce sont de très beaux mots pour conclure la discussion. Elena Lopez, merci beaucoup. Et à tous, si vous en avez la possibilité, procurez-vous un exemplaire de son merveilleux livre. Ça, merci beaucoup. Thank you very much. Si vous appréciez Last New Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.